Salam alaikum, bonjour tout le monde. La dernière fois, on a entamé le chapitre des indigestions chez les ruminants qui est très important. Les rappels physiologiques sur la motricité du réticulo-rumen, trouble de motricité du RR, la réticulo-péritonite traumatique, la forme aiguë, la forme chronique. Autre examen complémentaire sur le plan sanguin toujours, c'est les protéines totales et le fibrinogène sanguin. Donc les protéines totales, les PT, vont être augmentées lors d'une péritonite traumatique et le fibrinogène sanguin, il va être augmenté. Le fibrinogène sanguin, généralement, c'est une protéine. Donc on demande une protéine totale plasmatique, donc protéine totale plasmatique on va retrouver et on va demander une électrophorèse qui va séparer le fibrinogène, l'albumine, donc les différentes protéines. Et là, on va retrouver une protéinémie augmentée avec du fibrinogène sanguin qui va être augmenté dans les deux sens. Là, on peut s'orienter qu'on est devant un cas de RP. Mais je vous dis toujours, ce n'est pas spécifique. Aidez-vous toujours grâce à l'examen complémentaire. Une parasynthèse abdominale. Alors, une parasynthèse abdominale, c'est quoi? C'est retirer un petit peu de liquide, ce qu'on appelle la parasynthèse des 4 cadrans de l'abdomen. Donc, la partie crâniale, la partie caudale, au niveau ventral, donc les 4 cadrans, donc la partie latérale gauche, crânialement, caudalement, la partie ventrale, crânialement, caudalement, et on essaye de faire une récolte à partir de ces 4 points et on va essayer de voir la teneur de ce liquide. Donc, présence de leucocytes, présence de cellules inflammatoires, présence de bactéries et ainsi de suite. Mais cette méthode est peu utilisée en pratique. Pourquoi? Parce que ça nécessite l'intervention d'un laboratoire spécialisé. Elle est très coûteuse par rapport à l'examen sanguin. En dernier, l'examen le plus intéressant et le plus pratiqué maintenant sur le terrain, c'est l'échographie du réseau. Donc, j'attire votre attention que l'échographie chez les bovins, il n'est plus uniquement utilisé pour la reproduction. Il est utilisé pour les pathologies digestives, entre autres la RPT, le réseau. Alors, il y a une chose très très importante avec laquelle on va commencer, c'est que le corps étranger n'est jamais visible à l'échographie. Donc, n'attendez jamais à voir le corps étranger au niveau de votre échographe. Alors, l'échographe, qu'est-ce qu'il va montrer? Il va montrer les signes de l'inflammation, les conséquences de l'inflammation. Il ne va pas nous montrer, ce n'est pas la radiographie. La radiographie, elle est capable de nous montrer le corps étranger, métallique, non métallique, etc. L'échographie, non, elle ne peut pas nous montrer le corps étranger. Donc, ne me dites jamais qu'on a fait une échographie, on a trouvé le corps étranger. C'est faux. Donc, l'échographe, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Il va nous montrer les conséquences de l'inflammation. Ça veut dire la présence de fibrine, de liquide, d'abcès. Il va nous montrer le contour du réseau qui est augmenté, sa motilité qui devient basse ou inhibée carrément. Donc vous voyez que l'échographe quand même il va nous donner des informations. Et bien sûr l'apparence des organes adjacents, surtout le rumen, d'accord, l'atrial ruménal. Et là on va retrouver ce qu'on appelle le fameux V avec des dépôts de fibrine des fois, avec du liquide, avec la paroi du réseau qui est hypertrophiée, et ainsi de suite. Tout ça peut être vu par l'échographe. Donc, vous voyez que l'échographie abdominale a son importance, même si vous avez des éleveurs réticents sur le plan laparoscopie, qui ne veulent pas voir du sang sur leurs animaux. L'échographie permet éventuellement, chez ces éleveurs réticents, puisque on n'ouvre pas, on rase uniquement et on va faire un petit tour d'échographie. Donc, l'échographie abdominale, elle est très très intéressante chez les bovins, chez les ruminants et surtout les bovins. Voilà. Sur le plan diagnostic différentiel maintenant, quelles sont les pathologies qui peuvent faire l'amalgame avec la réticulopéritonite traumatique? Donc pour la forme aiguë, nous avons la réticulite simple, ça veut dire qu'il n'y a pas de perforation du corps étranger et généralement la réticulite simple, elle est due au corps étranger non métallique ou bien les corps étrangers non acérés. Ça veut dire les ne pénètrent pas au niveau de la muqueuse du réseau, qui restent au niveau du réseau et ils font le grattage permanent de cette muqueuse, le grattage permanent sans perforation. Et là, nous avons des réticulites simples. Les signes cliniques ne sont pas les mêmes. Il y a une légère douleur. L'animal peut continuer à manger et la méthorisation elle est simple, elle est normale et ainsi. Nous avons aussi les indigestions par surcharge du rumen, c'est ce qu'on appelle l'impaction du rumen.
Et dans ce cas, c'est le rumen qui est touché par la pathologie où on a un arrêt total de la motricité du rumen. Et là, qu'est-ce qui va nous aider dans le diagnostic différentiel? C'est palpation, pression au niveau du flanc gauche. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une consistance dure, une consistance pâteuse du contenu du rumen. On est devant un cas de surcharge du rumen, la chose qui n'existe pas lors de l'ARPT aiguë. Troisième pathologie, toujours dans le diagnostic différentiel de la RPT aiguë, c'est les cétoses primitives de lactation. C'est ce qu'on appelle l'acétonémie. L'acétonémie de la vache laitière, les cétoses primitives de lactation. Et dans ce cas, nous avons l'odeur, nous avons le passage des corps cétoniques au niveau donc de la laine qui va donner une odeur de aigrelette de la laine. Nous avons aussi l'absence de douleur. Lors de cétose, il n'y a pas de douleur, donc il n'y a pas de douleur au niveau abdominal. Les examens complémentaires sont très très importants dans ce cas. On va retrouver une hypoglycémie avec une augmentation des corps cétoniques, surtout au niveau du lait. Donc il existe des bandelettes spécifiques pour le dosage du bêta-hydroxybutyrate au niveau du lait et ça donne des résultats directement et qui peut nous orienter vers le diagnostic différentiel de la cétose. Sinon, vous avez ce qu'on appelle le diagnostic thérapeutique. Donc vous traitez autant que cétose, donc glucosé 30%, du propionate, de propylène-glycol et ainsi de suite. Donc si vous voyez qu'il y a une amélioration, vous êtes devant un cas de cétose. Sinon, vous êtes, surtout s'il y a de la douleur, s'il y a des signes cliniques de la RPT, vous êtes sur une RPT et non pas une cétose. Pour la chronique, et c'est la plus difficile, nous avons les indigestions du feuillet, qui est secondaire généralement à des problèmes du feuillet. C'est ce qu'on appelle l'impaction du feuillet, donc l'indigestion du feuillet, qui peut nous donner aussi un problème d'indigestion. Le déplacement de la caillette à gauche, et là, c'est le fameux ping qui va nous orienter vers la caillette gauche, même l'allure de l'animal, absence de douleur, il y a des signes qui sont spécifiques à la caillette gauche. D'ailleurs, avec l'expérience, on arrive à voir le faciès de la caillette. Le faciès, c'est-à-dire dès qu'on rentre une vache avec un faciès particulier, on peut dire qu'elle souffre d'un déplacement de caillette à gauche. Ou bien le syndrome d'Ouflund, qui est un syndrome dû à un problème au niveau des deux orifices, donc l'orifice antérieur, l'orifice postérieur qui est le pylore. Il peut être d'origine mécanique comme il peut être d'origine nerveuse. On va essayer de le voir en détail lorsqu'on va aborder le syndrome d'Ouflund. D'après les signes de douleur, les réticulopéritonites traumatiques peuvent aussi être confondus avec d'autres pathologies. Donc douleur qui est un syndrome. On peut retrouver ce syndrome, ce signe, dans plusieurs entités pathologiques. Et c'est pour cette raison qu'on appelle l'arbre décisionnel ou carte conceptuelle. Alors la douleur, elle peut être soit extra-abdominale, soit abdominale. Il y a la douleur extra-abdominale qui se manifeste par pratiquement le même tableau clinique que la douleur lors de la RPT. Donc, quels sont les cas qui sont responsables d'une douleur extra-abdominale? Vous avez les polyarthrites. Une vache qui souffre d'une polyarthrite, elle a toujours le dos voussé et on a l'impression que c'est une douleur au niveau abdominal parce qu'elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas se déplacer. Et là, il faut faire très attention. Ce n'est pas abdominal, mais c'est extra-abdominal. Vérifiez les articulations, vérifiez l'enflure des articulations. Il faut faire très très attention. Deuxième pathologie extra-abdominale responsable de douleur, c'est la fourbure. La fourbure qui est une inflammation aiguë des articulations qui n'est pas très très fréquente chez la forme aiguë, n'est pas très fréquente chez les vaches, mais elle existe. Une pleurésie, c'est l'inflammation de la plèvre. Donc une pleurésie, un animal, il peut pas respirer, il a une position antalgique caractéristique, caractérisée par un dos voussé. Et là, lorsque vous voyez le dos voussé, vous avez l'impression que c'est des douleurs abdominales, alors que c'est faux. Donc l'examen, il doit être le plus complet possible. Nous avons les pneumonies sévères aussi et les péricardites traumatiques. Donc tout ça, c'est des douleurs, a priori de diagnostic abdominal, mais qui sont extra-abdominales. Vous voyez que ce n'est pas l'abdomen qui est dans la genèse de cette douleur. En parallèle, nous avons les douleurs abdominales. Les douleurs abdominales, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les abdominales digestifs et les non digestifs.
Alors, fait digestif, on retrouve la RPT, la réticulopéritonite traumatique. On retrouve les dilatations torsions du cécum et de la caillette qui peuvent générer une douleur abdominale. La douleur lors de la dilatation torsion du cécum et de la caillette, elle est plus spectaculaire. La torsion intestinale kiff, elle est plus spectaculaire. Il y a un syndrome de colique qui va s'installer. Les météorisations, ils peuvent donner aussi de la douleur abdominale et les ulcères de la caillette. Quel que soit, surtout le stade 4 ou le type 4, avec une perforation totale et une péritonite généralisée. Maintenant, les douleurs abdominales non digestives, nous avons les pyélonéphrite. Pyélonéphrite, ça veut dire c'est l'inflammation du bassinet avec toute la douleur de colique néphrétique responsable. Une cystite, c'est l'inflammation de la vessie, cystite, avec soit une cystite simple suite à l'inflammation, soit la présence de calculs surtout chez l'ovin aussi. Ça donne une douleur impressionnante. Nous avons aussi les métrites. Les métrites sont responsables aussi d'une douleur abdominale. Donc vous voyez que les douleurs, même si elles sont abdominales, elles peuvent être non digestives, extra-digestives. Donc n'allez jamais directement lors d'une douleur chez l'animal, directement vers la voie digestive. Parce qu'il existe d'autres organes qui peuvent être touchés, soit extra-abdominal, soit abdominal. Et dans l'abdominal lui-même, nous avons les non digestifs, à savoir le rein, la vessie et l'utérus. Ça, c'est très important dans le diagnostic différentiel. Sur le plan, maintenant, pronostic. Alors, c'est quoi le pronostic de la RPT? Il est toujours grave. Pourquoi? Parce qu'il va toucher des organes vitaux. Toutes les pathologies qui touchent les organes vitaux sont de pronostic grave. Alors, où réside la gravité de la RPT? Elle se réside au niveau médical et au niveau économique. Parce que n'oublions pas qu'on intervient sur des animaux de rente. C'est des animaux économiques. Au niveau médical, guérison spontanée rare. On l'avait dit, complications importantes. Et là, on va voir quelles sont les complications qui peuvent surgir lors de la RPT. Traitement efficace si RPT prise très précocement. Et là, j'attire votre attention sur le terme précocement. Plus vous agissez précocement, plus vous avez les chances de régler le problème des RPT. Au niveau économique, donc une RPT entraîne des pertes de production de lait. Donc vous avez 60 à 80% de pertes de lait, c'est énorme. Et même si l'animal reprend sa lactation, il ne reprend jamais la lactation initiale. Nous avons des pertes de poids lorsqu'il s'agit de bovins à l'engraissement, des pertes de poids, et la réforme précoce de l'animal. Alors imaginons c'est une génisse première portée, donc deuxième lactation TAHA, et elle souffre d'une RPT, vous êtes obligé de la réformer précocement. Donc avant, au moins, que vous ayez au moins un retour sur investissement. Mais l'éleveur, la deuxième, c'est généralement troisième, cinquième lactation, donc s'il y a une réforme précoce de l'animal, c'est une perte économique sèche. Et vous avez aussi, dans les niveaux économiques, vous avez les séquelles qui peuvent nous orienter vers l'abattage après un certain temps et qui laissent un animal non productif. Passons maintenant les méthodes de lutte, ça veut dire le traitement. Donc les méthodes de lutte, c'est le traitement et la prophylaxie, donc les deux méthodes de lutte. Pour le traitement, donc le traitement dépend du stade de la maladie, la valeur de l'animal et les séquelles présentes. Donc ça, toujours, avant de prendre une décision, voyez le stade de la maladie. Si l'animal est en stade final, avec une péritonite généralisée, avec un état général qui est détérioré, est-ce que vous allez tenter la chirurgie? Non. Si la valeur de l'animal n'est pas aussi importante. Donc si c'est une vieille vache de réforme, ou là une vache non productrice qui n'a pas de grande quantité de lait produite, qui ne fait pas de très beaux veaux, et ainsi de suite. Donc vous allez la battre. Vous n'allez pas décider de faire de la chirurgie. Éventuellement, s'il y a des séquelles qui sont présentes, s'il y a des adhérences, surtout les adhérences chroniques, s'il y a par exemple des abcès chroniques multiples, qu'est-ce que vous allez les débrider quand même, c'est pas très économique. Donc, selon le stade de la maladie, la valeur de l'animal et les séquelles, on peut décider soit de la continuité du traitement, soit de l'orientation vers l'abattage. Ça, c'est très important. Alors, le but du traitement, c'est quoi? C'est neutraliser le corps étranger et contrôler l'infection et l'inflammation.
Alors, quelles sont les méthodes utilisées pour neutraliser le corps étranger? Donc, pour neutraliser le corps étranger, on peut soit faire une ruminotomie et extraire le corps étranger, c'est l'idéal, c'est rapide, c'est radical. Ouvre, nejbed le corps étranger. S'il y a des adhérences minimes, on essaie de faire un débridage. On nettoie les abcès s'il y a des abcès, ainsi de suite. Donc, la ruminotomie reste la méthode de choix. On peut aussi surélever l'avant-train pour qu'il retourne dans le réseau, mais cette méthode sert plutôt à soulager la douleur. Je ne vous conseille pas de l'utiliser, c'est à titre théorique. Je n'ai jamais vu un cas où on a surélevé l'avant-train pour qu'il retourne dans le réseau, surtout s'il est bien implanté. S'il est bien implanté, il ne reviendra jamais au niveau du réseau. Donc c'est la deuxième méthode Hadiya, elle reste très théorique. Faire une diète hydrique pendant 2 à 3 jours et mettre en place un aimant. Mettre en place un aimant, elle est très bénéfique surtout les premiers stades. Ça veut dire tout au début. Dès que tu fais l'apparition des signes de la RPT, avec bien sûr le contexte épidémiologique, je vous conseille toujours de faire une diète hydrique pendant 2 à 3 jours et mettre en place un aimant. L'aimant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de retirer le corps étranger et il va le fixer et l'inflammation sera traitée par la suite. Mais je vous ai dit surtout les premiers stades. Les premiers stades, c'est avant l'installation des phénomènes fibronécrotiques. C'est-à-dire la fibrine, le corps étranger et l'aimant ne pourra plus le faire retirer. Donc, les premiers stades, essayez cette méthode, elle est très efficace. Je l'ai essayé moi-même. Premier stade, c'est une diète hydrique et placer un aimant. L'aimant, il existe des aimants en cage. Je vais vous montrer par la suite les photos, les aimants, pour que vous ayez une idée. Et pour le contrôle de l'infection, qu'est-ce qu'on peut? On peut prescrire des antibiotiques, type pénicilline, tétracycline, ceftiofur, et ainsi de suite, pendant 3 à 7 jours. Donc, 3 à 7 jours, ça dépend du stade et ça dépend de l'évolution et la réponse de l'organisme vis-à-vis de cette antibiothérapie. Effectuer une fluidothérapie qui consiste à perfuser l'animal pour lutter contre la déshydratation et l'alcalose métabolique. L'alcalose métabolique, elle est due à quoi? Elle est due à la non-absorption du HCl à partir de l'intestin suite à l'arrêt du transit. Et donc, s'il n'y a pas de proton H+, automatiquement, il y a une augmentation dans la réserve alcaline, ce qui va nous donner une alcalose métabolique. Donc, faites attention. Devant un cas d'RPT, vous avez une alcalose métabolique et non pas une acidose. Donc, il faut faire très attention. La déshydratation, elle est due à quoi? Elle est due essentiellement à la non-abreuvement et la formation du troisième secteur, qui est la péritonite. Donc, la fluidothérapie va nous aider encore plus dans la lutte contre l'infection et l'inflammation. L'inflammation n'est pas indispensable à contrôler. Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de conséquences fonctionnelles liées aux adhérences. Donc, ce n'est pas la peine de donner des anti-inflammatoires. L'inflammation va disparaître lorsque l'agent causal disparaît. Donc, n'ajoutez généralement pas des anti-inflammatoires. Ce n'est pas la peine. Il faut s'assurer uniquement que l'inflammation n'a pas de conséquences fonctionnelles liées aux adhérences. Donc, si vous avez des adhérences au cours de votre ruminotomie, il faut les éliminer. D'accord? Il faut les éliminer. On termine avec le plan prophylactique, donc la prévention. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour prévenir cette pathologie? Donc, pour la prévention des RPT, on peut administrer aux bovins un aimant dès un an d'âge. Donc, généralement, on fait une campagne, donc, nous l'aimant. Donc, c'est administré aux bovins l'aimant. Donc, l'aimant n'est pas cher, facilement administrable, donc par ce qu'on appelle un lancement. C'est un appareil métallique, l'aimant, et on essaye de le faire avaler à l'animal. Donc, c'est le meilleur moyen de prévention. On peut aussi contrôler l'environnement, bien régler les machines telles que les ensileuses. Le réglage des ensileuses, elles sont très importantes parce que des fois, nous avons des ensileuses, des morceaux de fer. Donc, faire attention à la présence de corps étrangers dans la ration. Donc, il faut demander aux ouvriers de bien ouvrir les bottes de foin et de voir s'il n'y a pas éventuellement de corps étrangers à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation du personnel agricole. Donc, voilà, nous avons terminé avec la première pathologie du dysfonctionnement moteur
du RR, à savoir la RPT, qui est une pathologie très très fréquente sur le terrain. Donc vous allez la retrouver au moins une fois dans votre exercice rural, mais je vous assure qu'elle est très fréquente. Je vous remercie et à la prochaine.